a prévu à la loi L 2018-02-27 AN du 5 juillet 2018 fixant les règles de gouvernance des projets publics en République de Guinée. Dans le cadre des projets du programme Simandou 2040, l'unité d'exécution Delivery Unit Simandou est chargée des missions suivantes. L'organisation des projets, la programmation des projets, notamment leur planification et la passation de marché, la validation des études relatives au projet, la budgétisation, le financement des projets, l'exécution et le suivi des projets, la réception des ouvrages publics inclus dans le cadre des projets. L'unité d'exécution saisit sans délai les instances de gouvernance du programme Simandou 2040 de tout risque pertinent aux difficultés identifiées dans le cadre des projets réforme du programme Simandou 2040. Article 6. Les procédures opérationnelles, administratives et financières de l'unité d'exécution relatives aux projets et réformes du programme Simandou 2040 sont recensées et spécifiées dans un manuel de procédures. Ces procédures sont uniformisées et répondent aux mêmes critères indépendamment du type de projet ou de réforme considéré. Il en est de même des méthodes et outils de travail. Article 7. L'unité d'exécution assure la coordination opérationnelle entre les ministères, agences, partenaires techniques et financiers et les organes de gouvernance du programme Simandou 2040. Elle veille à cet égard à la conformité de ses activités avec les engagements contractuels avec les partenaires à l'échelle nationale, régionale ou internationale au regard du programme Simandou 2040. Article 8. L'unité d'exécution identifie et lève en temps réel les blocages, notamment juridiques, techniques et administratifs à l'exécution des projets et programmes, des projets et réformes du programme Simandou 2040, y compris via les cellules d'exécution ministérielles et ou moins de revues approfondies ou d'audits menés auprès des parties prenantes publiques ou privées. Article 9. L'unité d'exécution assure le suivi et la préparation des projets de textes législatifs et réglementaires nécessaires à l'opérationnalisation du programme Simandou 2040 et des projets et réformes du programme Simandou 2040. Article 10. L'unité d'exécution prépare et anime les comités de gouvernance du programme Simandou 2040 et assure leur suivi auprès du comité stratégique du Simandou. Article 3. Organisation et fonctionnement. Article 11. Pour accomplir sa mission, l'unité d'exécution est organisée selon un organigramme qui repose sur les éléments suivants. Un délégué général, une équipe de direction notamment constituée des directeurs sectoriels par pilier d'un directeur financier et du délégué général. Un agent comptable pour le fonctionnement de l'unité d'exécution, un contrôleur financier des équipes opérationnelles structurées par piliers secteurs prioritaires, des cellules et fonctions support, suivi, évaluation, financement, passation de marché, ressources humaines, communication, appui juridique, etc. Article 12. L'unité d'exécution est placée sous l'autorité du délégué général qui en assure la direction générale et l'administration et la représente auprès du comité stratégique de Simandou et des tiers. Le délégué central est nommé par décret sur proposition du comité stratégique de Simandou à l'issue d'un processus de sélection rigoureux. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le délégué général rend compte au président de la République sous la supervision du comité stratégique de Simandou. Le délégué général soumet à ce titre un plan d'action, un programme relatif au projet Simandou 2040 sur une base annuelle au président de la République et une présentation mensuelle du rapport d'avancement des projets Simandou 2040 au comité stratégique de Simandou. Ce rapport est ensuite présenté au Conseil des ministres par le président du comité stratégique de Simandou. Le délégué général a par ailleurs
est par ailleurs chargé de l'ordonnancement de l'ensemble des dépenses de l'unité d'exécution, du recrutement du personnel, de la performance globale et de la conformité et du reporting de l'unité d'exécution. Article 13. Le directeur financier au sein de l'unité d'exécution assure l'ingénierie financière, le contrôle de gestion et la comptabilité de l'exécution des projets du programme Simandou 2040. Article 14. Les directeurs de piliers de l'unité d'exécution coordonnent l'exécution de leur domaine dans leur domaine sectoriel appuyé par des chefs de projet et responsables de projet. Les directeurs de piliers adressent régulièrement au délégué général un reporting de leur activité. Article 15. Le directeur financier, les directeurs de piliers, les chefs de projet et les responsables de projet sont nommés par décision du délégué général à l'issue d'un processus de sélection rigoureux défini dans le manuel de procédure de l'unité d'exécution et en s'appuyant, le cas échéant, sur les services d'un cabinet de recrutement de renommée internationale. La nomination du directeur financier et des directeurs de piliers est en outre soumise à l'avis favorable du comité stratégique de Simandou. Article 16. Sans préjudice de l'engagement de leurs responsabilités civiles et pénales en vertu des dispositions applicables, chaque personnel au sein des différents services de l'unité d'exécution est responsable devant le délégué général des manquements dans l'exercice de ses fonctions. À cet effet, chaque personnel s'expose en cas de manquement à des sanctions disciplinaires applicables prévues par son statut et les textes régissant l'unité d'exécution. Article 17. Une cellule d'exécution des projets du programme Simandou 2040, cellule d'exécution ministérielle, est créée auprès de chaque ministère sectoriel qui en assure la tutelle administrative. Chaque cellule d'exécution ministérielle opère sous la tutelle technique de l'unité d'exécution. La cellule d'exécution ministérielle est exclusivement en charge des projets et réformes du programme Simandou 2040. Au sein du département ministériel auquel elle est rattachée, elle a pour objectif de contribuer au projet et réforme du programme Simandou 2040 relevant du périmètre sectoriel du ministère concerné selon les processus et outils définis par l'unité d'exécution. Chaque cellule d'exécution ministérielle comporte au minimum un coordinateur général et des chefs de projet délégués. Chaque ministre sectoriel concerné communique au délégué général le coordinateur général qu'il propose pour sa cellule d'exécution ministérielle. Au regard des critères de recrutement de l'unité d'exécution, le délégué général qualifie cette proposition et la transmet le cas échéant au comité stratégique Simandou pour avis. En cas d'avis favorable, le ministre concerné procède à la nomination conformément aux règles en vigueur. Les chefs de projet délégués sont recrutés conformément au processus de la cellule d'exécution ministérielle. Le coordinateur général et les chefs de projet délégués sont rattachés au directeur de pilier et leur adresse régulièrement un rapport régulier de leurs activités. Chapitre 4. Gouvernance, propositions comptables et financières. Article 18. Dans le respect de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique et le cadre de gouvernance des finances publiques, le ministère en charge des finances est chargé de la tutelle financière de l'unité d'exécution. L'unité d'exécution est impliquée par les autorités concernées lors de la programmation des dépenses d'investissement public liées au programme Simandou 2040. Article 19. Le présent article fixe les dispositions relatives aux ressources financières et à l'endettement de l'unité d'exécution. Les ressources de l'unité d'exécution proviennent notamment des dotations budgétaires de l'État allouées pour son financement, des ressources et contributions, y compris dans le cadre du programme Simandou 2040, mises à sa disposition par des partenaires techniques et financiers
ou autres partenaires au développement en vertu des conventions et accords de crédit conclus avec le gouvernement, des dons et legs. Aucun impôt, aucun droit, aucune taxe ne peut être directement affectée à l'unité d'exécution, conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application. L'unité d'exécution n'est pas autorisée à contracter des emprunts ni à émettre des titres de créance. Les investissements et les charges de fonctionnement des cellules d'exécution ministérielles sont supportées en totalité par le ministère sectoriel concerné pour son budget, complété le cas échéant par des subventions de partenaires techniques et financiers après approbation du délégué général de l'unité d'exécution. Article 20. La gestion comptable et le contrôle de l'utilisation des ressources financières de l'unité d'exécution sont régis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le budget et les comptes de l'unité d'exécution sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique et le cadre de gouvernance des finances publiques. Le contrôle des ressources financières de l'unité d'exécution est exercé par un contrôleur financier, l'inspection générale du travail, l'inspection générale des finances et par la Cour des comptes dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. L'unité d'exécution s'inscrit dans le respect de la législation applicable à la commande publique, marché public et partenaires publics-privés notamment, dans les conditions prévues par celle-ci. Article 21. Les comptes de l'unité d'exécution sont approuvés conformément aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances et ses textes d'application, notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique et le cadre de gouvernance des finances publiques. Les comptes de l'unité d'exécution doivent être arrêtés au plus tard le 31 mai de l'année suivante et transmis au ministère de l'économie et des finances avant transmission à la Cour des comptes, conformément aux dispositions des articles 121 et 122 du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Les états d'exécution du budget à mi-année doivent être transmis au président de la République au plus tard le 31 juillet. Ils sont accompagnés de prévisions d'exécution de fin d'exercice et d'un rapport semestriel sur la situation financière et la qualité de la gestion établie par le contrôleur financier conformément aux dispositions du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Article 22. Le projet de budget de l'unité d'exécution est élaboré par le délégué général et transmis au président de la République pour validation. Le projet de budget transmis par l'unité d'exécution doit obéir aux dispositions du règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique. Il doit respecter la nomenclature en chapitres et articles, lesquels seront présentés en section de fonctionnement et section d'investissement et être accompagné d'un plan d'investissement et de financement des états de développement des recettes et des dépenses budgétaires. L'adoption du budget de l'unité d'exécution doit intervenir avant le début de chaque exercice, sauf circonstances exceptionnelles. Les informations à transmettre doivent également porter sur une programmation budgétaire sur 3 mois. Article 23. Le transfert de l'État à l'unité d'exécution doivent couvrir en totalité le coût de ces activités retenues lors des discussions budgétaires, à l'exception des coûts ouverts, le cas échéant, par les ressources propres de l'unité d'exécution. Les transferts accordés à l'unité d'exécution dans la loi de finances prennent la forme d'une demande de crédit formulée par l'unité d'exécution. La demande de transfert de l'unité d'exécution est effectuée chaque année par le délégué général de l'unité d'exécution. La direction en charge du budget
procède à l'examen de la demande de subvention de l'unité d'exécution en conférence budgétaire. Elle formule une proposition de subvention soumise à l'approbation du ministre en charge du budget et à inscrire dans le projet de loi de finances qui sera soumis par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Chapitre 5. Disposition finale. Dans un délai de 3 mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, le comité stratégique de Simandou valide l'organigramme détaillé, le manuel de procédure administrative, financière et comptable, le statut et le plan de recrutement du personnel. Article 25, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 10 décembre 2025. Président Mamadi Doumbouya. Dans l'actualité ce soir, et comme annoncé dans les titres, 100e session du conseil d'administration de la Compagnie des bauxites de Guinée, l'une des entreprises minières les plus emblématiques du pays. Une session présidée par le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Silla, partenaires et équipe de management ont ainsi planifié un nouveau cycle de performance, de transparence et de développement partagé de ce fleuron de la bauxite mondiale. Saint-Martin Fansina Dounou. Créée en 1963 et entrée officiellement en production en 1973, la Compagnie des bauxites de Guinée CBG est un véritable patrimoine minier national et un acteur majeur de l'économie guinéenne. 62 ans après, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Silla, préside la 100e session du conseil d'administration, un rendez-vous stratégique qui intervient dans un contexte national marqué par des ambitions de transformation, de modernisation et de valorisation des ressources naturelles. Bien sûr, on discute toujours des questions de sécurité qui sont très importantes, la sécurité des travailleurs, de la situation de la performance de l'année et les performances de production, performances financières et des projets futurs pour la mine. Cette 100e session a été l'occasion de discuter de la mutation de l'entreprise, du modèle économique de base à un nouveau modèle économique au profit de tous ses actionnaires. Cela commence par plus d'impact de l'entreprise auprès des communautés riveraines, mais également les discussions très approfondies et extrêmement enrichies sur la réalisation de la raffinerie de la CBG. Comme vous le savez, c'est un objectif prioritaire pour le président qui est de la transformation sur place des produits miniers. À ce rendez-vous d'évaluation des performances, de planification du budget pour l'exercice 2026 et de défis, l'administration générale de la CBG a vanté ses résultats et engagements en matière de sécurité des travailleurs, de gestion responsable de l'environnement et de contribution au développement des communautés. Nous avons un slogan, nous faisons plus que de la bauxite. Nous avons été challengés tout de suite en salle. La meilleure façon de faire plus que de la bauxite, c'est de faire de l'alumine. Donc, et ça, nous pensons que nous sommes dans une dynamique pour réaliser vraiment ce slogan au-delà des actions que nous faisons. Nous pensons que ça sera une fierté de faire la raffinerie et 100 ans après, nous aussi, on pourra dire aux autres, voici ce que nous avons pu faire. Lors de cette 100e session du conseil d'administration de la CBG, les membres ont consacré une large part au programme de formation destiné aux enfants et jeunes de Boké au compte des bourses d'études du programme Simandou Académie 2040 qui vise à former une nouvelle élite technologique et scientifique guinéenne afin de préparer les cadres futurs capable de prendre en main l'industrialisation du pays. Les opérateurs économiques saluent l'exonération de certains produits essentiels face à la presse. Les réformes engagées par l'État pour faciliter les activités commerciales ont été longuement abordées. Cette main tendue du gouvernement est appréciée par la Confédération générale des entreprises de Guinée. Mohamed Chérif Kamara, Mamadou Bassila. C'est un exercice qui vient couronner les avancées significatives obtenues lors de la loi de finances rectificative promulguée par le chef de l'État Mamadi Doumbouya. Plusieurs produits et autres services ont été ainsi exonérés.
les droits de douane sont de 44,77%. L'État guinéen se prive d'une bonne partie de ses droits et taxes douanières, dont, entre autres, la TVA. Mais pourquoi? Pour quel type d'article? Pour quel type de marchandises? Parmi les mesures phares annoncées figure l'exonération totale de la TVA sur les équipements et matériels électriques neufs, qu'ils soient importés, fabriqués, montés ou assemblés en Guinée. Le gouvernement a également adopté des dispositions destinées à moderniser le parc automobile national. Les véhicules neufs importés, fabriqués ou vendus en Guinée bénéficient désormais d'une exonération totale de TVA. Le patronat guinéen salue cette main tendue aux acteurs du secteur privé, invite et fait aux opérateurs économiques à s'approprier des nouvelles mesures qui viennent améliorer le climat des affaires dans notre pays, notamment dans le secteur des transports. C'est important de comprendre que quand on touche le transport, le secteur du transport en matière de TVA et en matière de baisse de droits de douane, l'ensemble des citoyens de la République de Guinée vont trouver un avantage concret, vont trouver un bénéfice important parce qu'ils vont être soulagés. Cette mesure est un pas important vers la modernisation du parc automobile et lutter contre les accidents de la circulation, tout comme les multiples incendies qui endeuillent de nombreuses familles en Guinée. À Abuja, le Conseil des ministres de la CEDEAO a ouvert ses travaux ce mercredi en prélude au sommet des chefs d'État prévu ce dimanche. Les ministres des Affaires étrangères examinent plusieurs dossiers sensibles dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et politiques au sein de la sous-région ouest-africaine. Adama Mohamed Keita, Mohamed Touré, envoyés spéciaux. Durant 3 jours, les ministres des Affaires étrangères et de l'intégration vont examiner les dossiers les plus sensibles: cohésion interne, retraite de 3 États membres, réponse sécuritaire face à la montée du terrorisme, mais aussi la relance de l'intégration économique et renforcement de la gouvernance. Au centre de ces discussions, la nécessité de redonner de la cohérence et de la crédibilité du projet communautaire, alors que l'espace CEDEAO traverse une période de tension et de recomposition. La CEDEAO suit avec intérêt la situation politique dans 2 de ses pays membres. Notre vision est claire: faire la promotion de la paix et la sécurité dans tout ce grand espace. La 95e session du Conseil des ministres de la CEDEAO, qui se tient en ce moment à Abuja, prépare aussi le 68e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va se tenir dimanche ici à Abuja. Plusieurs sujets seront abordés. Le Conseil des ministres devra également statuer sur les mécanismes de sécurité collective, l'harmonisation des politiques économiques et les réponses à apporter aux crises politiques récentes. Pour la présidence en exercice du Conseil, l'heure est à l'engagement et à la cohésion. Les États membres de la CEDEAO font tout pour maintenir la paix et la sécurité dans leur espace. Cela pourrait permettre de faire asseoir les bases de développement pour le bonheur des peuples. La présente session va aussi s'intéresser à la situation de ces derniers jours dans certains pays de la région. À Abuja, l'ambiance est marquée par une forte attente. Les conclusions de cette session ministérielle serviront de base aux résolutions du sommet des chefs d'État de dimanche. Un rendez-vous déterminant pour l'avenir de la CEDEAO, une région en pleine mutation. Une année finie, une année s'annonce. 2025 a été une année électorale en Guinée. C'est la matérialisation d'une promesse faite au peuple de Guinée par le président Mamadi Doumbouya, celle d'un retour à l'ordre constitutionnel. Pour y arriver, les départements de la justice et de l'administration du territoire ont œuvré pour assurer l'ensemble des étapes du processus de l'organisation des audiences foraines à l'enrôlement biométrique en passant par la mise en place des organes de veille et de supervision des élections. Tout a été bien planifié pour des élections crédibles, transparentes et inclusives. Le bilan d'une année électorale, c'est avec Amadou Touré et Tierno Younoussaba.
Avec la volonté politique ferme du président de la République de retour à l'ordre constitutionnel en 2025, le département de la justice et des droits de l'homme et celui de l'administration du territoire et de la décentralisation se sont aussitôt mis à la tâche à travers l'organisation sur toute l'étendue du territoire national des audiences foraines. Il s'agit à travers cette opération de donner des jugements supplétifs faisant office d'extrait de naissance à chaque citoyen ne possédant pas de ce document lui permettant d'exercer pleinement sa citoyenneté comme le vote. Ce qui a ouvert la voie au lancement le 15 avril 2025 de l'enrôlement biométrique à travers le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil PNR avec qui a pris fin le 20 juin 2025. L'initiative a concerné tous les Guinéens âgés de 10 ans et plus et a abouti à la création d'un fichier biométrique de 6 768 458 électeurs. Cette étape cruciale franchie a permis au gouvernement, suite à un travail du Conseil national de la transition CNT, de faire une proposition de nouvelle constitution devant remplacer la charte de la transition. Ce programme de nouvelle constitution pour le pays a été le point de départ de l'ensemble des élections dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Pour être sûr des résultats qui découleront des élections que le pays s'apprêtait à organiser et conformément à la loi électorale, le président de la République a pris un décret pour mettre en place une institution de veille et de supervision des votes en Guinée. Elle est dénommée ONASUR, Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel. Ses membres ont prêté serment devant les juges de la Cour suprême avant leur prise de fonction. Et c'est dans ce contexte que s'est tenu le 21 septembre 2025 le référendum constitutionnel où les Guinéens devraient se prononcer par oui ou non sur une loi fondamentale devant guider les programmes du pays. Ainsi, avec un vote sans violence selon les conclusions des observateurs nationaux et internationaux, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, à travers la Direction générale des élections, a proclamé les résultats provisoires qu'il a transmis à la plus haute juridiction du pays pour trancher les contentieux électoraux formulés par deux partis politiques. À l'issue des vérifications, la Cour suprême a proclamé les résultats suivants. Nombre de votants, 5 951 807. Suffrages valablement exprimés, 5 746 327, soit 96,57%. Avec un taux de participation de 86,42%. Vote en faveur de oui, 5 135 951, soit 89,38%. Cette étape ouvre la voie à l'organisation de l'élection présidentielle. À cet effet, pour être conforme à son engagement d'un retour à l'ordre constitutionnel en 2025, le président de la République a pris un décret fixant la date de l'élection du futur dirigeant du pays au 28 décembre 2025. Pour le faire, la Cour suprême a lancé la réception des dossiers de candidature. 51 candidatures ont été reçues par cette institution judiciaire. Pour examiner ces dossiers de candidature et connaître les aptitudes physiques et mentales de ces candidats à exercer dans la plénitude la fonction présidentielle comme consigné par la loi, un collège médical multidisciplinaire composé de 9 médecins est mis en place. Ses membres, issus du milieu sanitaire et reconnus pour leur professionnalisme et probité morale, ont prêté serment devant les juges de la Cour suprême. Et suite aux différentes vérifications, la Cour suprême a retenu 9 candidatures sur les 51 postulants. Pour accompagner les 9 candidats en lice, le gouvernement a accordé une subvention à chacun. En plus de cet accompagnement, l'État guinéen, à travers la haute autorité de la communication HAC, a mis à la disposition de chaque candidat une équipe multimédia composée de 4 journalistes issus de la presse publique. Les équipes des 9 candidats ont reçu chacune les équipements professionnels modernes composés de caméras et accessoires et les tables de montage, tous offerts par la Direction générale des élections.
À présent, cette décision de la Haute Autorité de la Communication portant suspension de la chaîne de télévision Kabak TV. Vu la Constitution, vu le décret de 2020-212 PRG-SGG du 25 août 2020 portant nomination du président de la Haute Autorité de la Communication décide. Article 1er. La chaîne de télévision privée Kabak TV est suspendue pour une période de 3 mois pour avoir reproduit en direct dans l'émission Téléro de ce mercredi 10 décembre 2025 des images dégradantes, des injures vulgaires, outrages à la pudeur et aux bonnes mœurs prises sur les réseaux sociaux portant atteinte à la dignité de 2 artistes guinéennes de grande renommée. Ce conformant aux dispositions de l'article 107 de la loi organique L 2010-002 CNT de juin 2010 portant liberté de presse et celle des articles 5 et 52 de la loi organique L 2020-0010 AN du 3 juillet 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la Haute Autorité de la Communication. Article 2. La présente décision prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 10 décembre 2025 pour la Haute Autorité de la Communication, le président Boubacar Yassine Diallo. Et puis l'intersyndicale de l'éducation suspend le mot d'ordre de grève lancé le 1er décembre dernier sur toute l'étendue du territoire national et invite les enseignantes et enseignants de Guinée à une reprise effective des cours ce jeudi 11 décembre à partir de 8h. Suivez. Vu la nécessité de préserver un climat serein dans la période électorale, vu la reprise des négociations prévues ce jeudi 11 décembre 2025 à 12h au ministère du Travail et de la Fonction publique, vu la décision approuvée par l'Assemblée, l'intersyndicat de l'éducation FSPE-SNE décide de la suspension du mot d'ordre de grève générale déclenché le 1er décembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. L'intersyndicat de l'éducation FSPE-SNE remercie les enseignants pour avoir respecté le mot d'ordre de grève malgré les menaces et les intimidations. Vous êtes restés unis et solidaires pour la défense de la cause noble. À cet effet, l'intersyndicat de l'éducation invite les enseignantes et enseignants de Guinée à une reprise effective des cours dès ce jeudi 11 décembre 2025 à partir de 8h00. NB, la grève n'est que suspendue. Pour l'intersyndicale de l'éducation, le secrétaire général par intérim de la FSPE, Alpha Gassimo Bari, le secrétaire général du SNE, Michel Pépé Balamou. Dans l'actualité également, afin de faciliter l'insertion socio-professionnelle des jeunes au sein des entreprises évoluant dans le projet Simandou, le ministère de l'Enseignement technique, à travers la GIP, multiplie les initiatives. C'est dans ce cadre qu'un job d'études est organisé en partenariat avec la compagnie transguinéenne. Thierno Ousmane Diallo. Au-delà des mines, des infrastructures et du chemin de fer, le projet Simandou doit être un catalyseur de développement et une opportunité d'insertion importante pour la jeunesse. Ce job dating permet ainsi une mise en contact avec les sous-traitants de la compagnie du Transguinéen afin de faciliter le recrutement au sein de ces entreprises. J'ai fait un stage pratique de perfectionnement à l'usine de Fria en qualité de soudeur et aussi en qualité de fabricant mécanique. Je suis sûr aujourd'hui j'irai quand même avec un emploi, s'il plaît à Dieu. Nous avons essayé de mettre en place tout ce qu'il faut comme dispositif et créer toutes les conditions qu'il faut en co-organisation avec la CTG
Et on a pu vraiment essayer de mettre à disposition plus de 300 jeunes qui vont se prêter à cet exercice aujourd'hui et dans le cadre du recrutement. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi entend ainsi œuvrer à travers la GIP en partenariat avec la compagnie de Transguinéen afin que les jeunes Guinéens bénéficient d'emplois décents en tirant pleinement profit du projet Simandou. La vision du président de la République est très claire. Il faut que la CTG soit une société guinéenne pour les Guinéens. Notre stratégie de contenu local s'articule autour de 4 piliers. Premièrement, c'est l'emploi local. Deuxièmement, c'est donner l'opportunité aux entreprises locales. Et il y a aussi le transfert des compétences et le transfert de la technologie. Et finalement, le développement communautaire. Cette phase où le développement minier ne se mesure plus simplement en infrastructure, mais se mesure aussi en emploi direct de nos différents apprenants. Ce premier job dating est inscrit dans le cadre du programme Simandou Academy. Pour cette première phase, plus de 300 jeunes sont concernés, tous ayant été formés au préalable à la GIP sur les outils de recherche d'emploi avant la mise en relation avec les entreprises. Pour favoriser une formation professionnelle plus compétitive et capable de transformer les défis en opportunités, le ministère de l'Enseignement technique vient de lancer le concours d'excellence en salubrité publique à Région Forestière. Cette action se veut un appui logistique aux écoles en vue de maintenir l'élan de propriété. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo, Mohamed Saliou Paye. Face au défi de l'amélioration continue des conditions d'apprentissage, les établissements d'enseignement technique de la Guinée forestière s'affrontent sur le ring de la salubrité publique, de l'école des soins de santé communautaire à l'école normale d'instituteurs ou encore à l'école régionale des arts et métiers de Zérékoré. Le coup d'envoi de l'excellence est donné. Une opération coup de balai qui devrait aboutir à un changement de comportement chez les usagers. Nous voulons inculquer chez les personnels encadrants et c'est les apprenants, une culture d'assainissement, de propreté et d'hygiène dans les concessions scolaires. Depuis vraiment ils ont tenu la compétition là, on a vu que vraiment on a trouvé l'école et la propriété était là, on a contrôlé tous les sites, les toilettes, la cour de l'école, l'extérieur, les bureaux et on a trouvé que vraiment ils ont fait des retouches partout. Dans ces établissements d'enseignement professionnel, personnel encadrant et apprenant louent déjà les bienfaits de cette initiative dans leur vie quotidienne. Qui parle de santé, parle d'hygiène. C'était de coutume. Nous allons travailler et faire encore de plus pour que l'école soit encore un espace commun, accessible à tous. Tous les points que nous avons reçus aujourd'hui, il faut remobiliser encore l'équipe avec les apprenants pour maintenir cette dynamique, afin que l'institution garde le même visage. Dans les préfectures de Massanta, Bila et Guékédou, les équipes d'évaluateurs font le tour des différents centres de formation professionnelle pour constater de visu l'état de propriété des lieux. Ils nous ont donné des produits et des matériels d'assainissement qui nous permettent de rendre propres nos locaux, l'intérieur de la cour et l'extérieur. Cela vise à améliorer la santé, les conditions d'enseignement-apprentissage. Cet espace d'émulation entre les écoles techniques et professionnelles est la volonté affichée du ministère de l'Enseignement technique de former des cadres compétents et compétitifs capables de transformer les défis de leur milieu en opportunités de développement. Dans le cadre des orientations du président Mamadi Doumbouya visant à renforcer les infrastructures éducatives et offrir un cadre d'apprentissage digne à la jeunesse guinéenne, l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées avait lancé en juillet 2024 les travaux de construction de l'école primaire de Koronti, commune de Kaloum. Ces choses faites et la concession scolaire est prête pour son inauguration. Bakari Bamba Kondé. Dans le but de renforcer les infrastructures éducatives et d'offrir un cadre d'apprentissage digne à la jeunesse guinéenne, l'autorité de régulation du secteur des jeux et pratiques assimilées ARS-JIPA poursuit activement plusieurs chantiers majeurs à Conakry.
Depuis juillet 2024, l'ARS JIPA a lancé un vaste projet de construction de l'école primaire de Korontine sur instruction du président de la République et à la demande de la population. Ce jeudi, le directeur général de l'ARS JIPA, à la tête d'une importante délégation, a effectué une visite de terrain afin de s'enquérir de l'évolution des travaux. Le constat est des plus satisfaisants. À date, l'école est terminée et attend son inauguration pour recevoir les élèves. Le nouveau bâtiment, conçu en R+2, comprend une surface bâtie totale de 1875 mètres carrés. Il sera doté de 25 salles de classe permettant d'accueillir plusieurs centaines d'élèves dans des conditions optimales. Le projet inclut également des bureaux administratifs, des espaces pédagogiques spécialisés, des infrastructures sanitaires et vestiaires, ainsi que des infrastructures annexes et sportives. En plus du nouveau complexe scolaire de Korontine, l'ARS JIPA a procédé également à la rénovation complète du collège 2 de Boulbinet, l'un des établissements les plus fréquentés de Kaloum, et à la réhabilitation d'une école à Koléa, visant à améliorer les conditions d'apprentissage dans cette zone stratégique de la capitale. Korontine est le quartier le plus peuplé de la commune de Kaloum, mais je vous avoue que Korontine est resté 67 ans sans qu'il ne soit possédé d'une école primaire. L'école que vous voyez, c'est une école primaire de 24 classes. C'est une école moderne, n'est jamais vue dans la région de Conakry. Le chef de l'État qui a eu aussi à réaliser une école primaire à l'actif d'une localité comme Korontine n'a pas régné inutilement. Car dans cette école-là, on formera tout cadre confondu. Il nous a donné quelque chose. Vraiment, on est dans la joie. Parce que ça fait depuis 2003, moi je suis au collège de Boulbinet. Et en 2015, on a perdu 2 classes. L'école a été complètement abandonnée. Sur 9 salles, on travaille avec 7. Et j'ai mené tellement de démarches que Dieu a fait que grâce au leadership du GMD, il nous a accordé ce bijou que vous voyez là. Au lieu qu'on ait 9 salles, aujourd'hui on a 12 salles. Pour quelqu'un qui connaît l'origine de cette école et du bâtiment, surtout l'ancien bâtiment là qui a fait plus de 24 ans en souffrance, si on a quelqu'un qui vient renouveler cela, une entité, on ne sera que content. Et en même temps remercier fortement monsieur le président de la République qui s'est distingué parmi les présidents. Parce que ce bâtiment-là, c'était depuis le temps de Conté, du président général Conté, jusqu'à aujourd'hui. On a tout fait, on est passé par tous les moyens, mais malheureusement. Et aujourd'hui, c'est au temps de Mamadi Doumbouya que cela a pu être réalisé. À travers ces projets structurants, l'ARS JIPA démontre qu'elle n'est pas seulement un organe de régulation, mais également un partenaire stratégique dans la concrétisation des ambitions nationales en matière d'éducation. Ces investissements impulsés par la vision du président Mamadi Doumbouya traduisent une vision claire, bâtir une Guinée où chaque enfant, quel que soit son milieu, accède à un environnement scolaire de qualité. En déplacement, le ministre des Infrastructures et des Travaux publics sur le chantier de la déviation Tédis-Kouria sur le terrain. Les ouvriers s'activent pour achever les travaux selon le délai contractuel malgré quelques désagréments. Riverains et automobilistes saluent cette initiative présidentielle qui vise à lutter contre les embouteillages et rendre fluide la circulation routière dans le Grand Conakry. Images et commentaires. Depuis 2 ans, les travaux de construction et de bitumage de la déviation Kabylie-Kouria sont aux arrêts. Après plusieurs séances de travail avec les entreprises contractantes et la mission de contrôle, le travail reprend et le maître d'ouvrage intensifie le suivi rapproché pour accélérer la cadence des travaux de ce projet de priorité présidentielle. L'évolution a commencé, effectivement, mais à un certain niveau, il y a une certaine lenteur. Ça, il faut le dire.
Mais quand même, le dernier lot, qui est le lot de Guiter, il y a une certaine satisfaction par rapport à l'avancée des travaux. Parce que ce n'est pas notre première visite, c'est pratiquement la deuxième visite de terrain que nous avons effectuée sur ce chantier. Mais nous avons vu une grande différence entre ce qu'on avait pour le jour de la première visite et aujourd'hui. Après plusieurs études techniques du projet, l'infrastructure change de structure avec un nouveau dimensionnement. La géométrie de la route a un peu changé. L'ancien dimensionnement, c'était une voie de 3,50 m x 2, ça fait 7 mètres, plus la bande d'arrêt d'urgence qui est 2,50 m, ça te fait 9,50 m. Maintenant, avec les instructions de monsieur le ministre, de passer de 3,5 à 4,00, donc la voie a changé. Donc on a maintenant 8 mètres plus la bande d'arrêt d'urgence qui est 2,50 m, ça te fait 10,50 m. Plus la voie latérale qui est 3,50 m. Donc le caniveau sépare la voie centrale à la chaussée, à la voie courante. Plus de 5 millions de tonnes de latérite doivent être dégagées ici à cause du relief accidenté de la zone. Une nouvelle expérience pour les entreprises nationales qui se partagent ce projet de 26 km en 3 lots. Aujourd'hui, le 3e lot exécuté par Guiter SA présente une image d'espoir. Dans le reste de l'actualité, soucieuse du bon déroulement du scrutin présidentiel du 28 décembre prochain, les autorités religieuses intensifient les campagnes de sensibilisation pour une élection apaisée et réussissent, d'où cette opération de sensibilisation des imams des 13 communes de Conakry. Et là, Soriba Bangoura, Marwan Kamara. Réunis autour des autorités religieuses dans la grande salle de réunion du centre islamique de Donka, les imams des 13 communes ont répondu à l'appel du secrétariat général des affaires religieuses pour discuter d'un thème central d'actualité. Sensibiliser pour prévenir tout discours haineux susceptible de troubler la quiétude nationale avant, pendant et après l'élection présidentielle. Le secrétariat a envisagé de rencontrer l'ensemble des chefs religieux, des imams, des prédicateurs des 13 communes de Conakry. Et aujourd'hui, comme une journée de lancement de notre rôle de sensibilisation afin que l'élection se déroule dans les meilleures conditions, dans l'apaisement, dans le rassemblement du peuple de Guinée. Et nous avons orienté les imams comment communiquer pendant cette période très sensible. Et nous allons rencontrer les chrétiens aussi dans le même cadre. À l'issue de cette journée, les imams ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour la stabilité du pays. Un message fort envoyé à l'ensemble de la nation en cette période cruciale. On est prêt pour accompagner le secrétariat des affaires religieuses. Ce que l'islam, c'est la paix. Nous allons continuer toujours à sensibiliser la population pour maintenir la paix et la quiétude sociale. Cette mobilisation religieuse pourrait favoriser l'implication des guides religieux dans la prévention des dérives verbales et apaiser le climat politique pour une Guinée stable et solidaire. De leur côté, les fidèles chrétiens catholiques de Guinée ont célébré ce lundi la solennité de l'Immaculée Conception, une fête célébrée à l'honneur de la Vierge Marie. À l'archevêché de Conakry étaient nombreux ces fidèles venus prier et implorer la grâce de Dieu par l'intercession de la Vierge. Marie-Noël Simon Tolno pour en savoir davantage. L'Immaculée Conception, ce dogme de l'Église catholique, est célébré chaque 8 décembre, 9 mois avant la nativité de Marie. Ici, dans le jardin de l'archevêché, les fidèles chrétiens sont mobilisés à ce rendez-vous de plusieurs célébrations conjointes. Comme il a été rappelé au début de cette messe, en ce 8 décembre, notre archidiocèse célèbre sa fête patronale, l'anniversaire de l'ordination épiscopale de son éminence Robert Cardinal Sarah et la fête patronale de la congrégation diocésaine des Petites Sœurs de Notre-Dame de Guinée. Dans l'Église catholique, la Vierge Marie est célébrée plusieurs fois au cours de l'année. Ce 8 décembre est célébré par l'Église universelle en offrant aux fidèles des moments de communion et de prière pour toute l'humanité. Maman Marie, quand on l'a prie, elle intercède pour nous au niveau de
son fils Jésus-Christ. C'est vraiment une joie pour nous de fêter sa conception. Nous confions tout un chacun, tous les Guinéens, à la Vierge Marie, de nous guider par l'Esprit Saint, afin que nous puissions choisir la personne qui peut guider et honorer notre pays. En cette solennité du 8 décembre à la Vierge Marie, sainte patronne de l'archidiocèse de Conakry, est renouvelée la prière de consécration de la Guinée pour sa protection et son développement. Le Centre d'études et de coopération internationale continue d'appuyer les femmes en milieu rural, notamment dans les préfectures de Fourikaria et Kindia. Les responsables de cette institution échangent avec les autorités locales. C'était au cours d'un forum conjointement organisé à Moussaïa et Madinaoula. Moussa Bangoura. Identifier les besoins prioritaires tout en prenant en compte les préoccupations des femmes en milieu rural. Telles sont entre autres missions de l'équipe du Centre d'études et de coopération internationale dans les localités de Moussaïa et de Madinaoula dans la région de Kindia, au compte de la révision des PDL, plans de développement local, au niveau des zones d'intervention du projet, des forums de validation, des priorités communautaires ont été organisés. Saluer vraiment la collaboration de l'ANAFIC justement dans ce processus qui a permis à ce que les enjeux vraiment importants tels que le changement climatique et l'aspect genre soient intégrés dans les plans de développement locaux avec leur appui en collaboration justement avec le Centre d'études et de coopération internationale dans le cadre du projet NBS. Des rencontres très avantageuses pour ces groupements de femmes et citoyens de ces différentes localités. Près de 100 actions de développement ont été répertoriées en vue de les inscrire dans un document stratégique qui sera exécuté pour une période de 5 ans. Madinaoula est dans les bonnes mains avec ceci parce que notre activité maraîchère marche très bien avec nos femmes. Aujourd'hui, toutes les femmes de Madinaoula embrassent ce projet. L'idéal est de renforcer le pouvoir économique des femmes dans les préfectures de Fourikaria et Kindia. Ces consultations interviennent dans le projet Adaptation climatique basé sur la nature dans les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest qui couvrent la Côte d'Ivoire, le Ghana et la Guinée. Le financement est assuré par le gouvernement canadien et Affaires mondiales Canada. Gouvernance locale, l'Agence nationale de financement des collectivités, outils, les cadres régionaux de l'AB, l'outil numérique pour la remontée rapide des informations est au centre des débats. Sona Sagno, Sarafdine Diallo. L'ANAFIC modernise son système de suivi et évaluation grâce aux outils numériques, désormais la collecte et l'analyse des données sur l'engagement citoyen, les alertes précoces, le renforcement des capacités et les investissements locaux sont plus rapides et plus fiables. Avec le SIGA, les acteurs peuvent enregistrer en temps réel toutes les informations liées aux activités de l'agence. L'importance de cette formation est que ça va nous permettre d'avoir une base de données solide en associant les ATEC qui vont saisir les PDL, ensuite qui vont saisir les PAI, leur permettre de saisir les micro-projets, leur permettre de saisir les formations que nous déroulons. Les données que SIGA va mettre à disposition de la gouvernance pour nous permettre de suivre l'évolution de chaque commune rurale de développement et de chaque ATEC qui sont sur le terrain vont apparaître, les activités seront spécifiées, les activités seront contrôlées. L'ANAFIC mise sur la digitalisation pour améliorer la gouvernance locale. Les formations offertes permettent aux acteurs de maîtriser ces outils et de produire des données fiables dans leur collectivité. C'est pour un peu rendre efficace la remontée des informations en temps réel, parce qu'à chaque fois que des activités sont menées au niveau terrain, que les informations soient vraiment remontées en temps réel, afin de permettre aux décideurs au niveau régional aussi d'être informés par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain. L'utilité de cette formation, de mon point de vue,
c'est de nous permettre de faire une traçabilité de toutes les activités que nous menons dans les collectivités locales. Cet atelier sur la digitalisation du suivi des activités de l'ANAFIC vient renforcer les capacités déjà développées à travers le PAG L2. Dans la savane guinéenne, plus précisément à Sigiri, un nouveau centre de formation professionnelle en conduite des engins lourds et légers ouvre ses portes. C'est l'œuvre d'un fils du terroir qui entend ainsi contribuer à la création et à la valorisation de la main-d'œuvre locale afin de répondre aux besoins des entreprises minières. RTG Kankan et l'Arfoudi Bangali Fofana. Voici le centre flambant neuf disposé à livrer le savoir et le savoir-faire dans la manœuvre des engins lourds et légers. Son fondateur, c'est cet homme, un ancien employé de la SAG, aujourd'hui à la retraite après une brillante carrière de plus de 40 ans. Je suis condamné par le bon Dieu de créer cette école. Parce que la SAG m'a recruté en 1996 comme opérateur. Manitou. Donc j'ai été le chef d'équipe pendant 22 ans. Nos frères venaient, ils n'ont pas de qualification. Il faut les aider. L'école professionnelle est là. Il y a beaucoup de métiers là-bas. Même si tu arrives à avoir la notion d'un, ça peut t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. Dans ce nouveau temple du savoir, toutes les conditions sont réunies pour faciliter l'acquisition des cours théoriques et pratiques. Face à cet exploit, parents d'élèves et anciens collègues du fondateur ne restent pas indifférents. Monsieur Samoura, il a montré qu'on peut partir à la retraite et faire d'autres projets qui peuvent aider aussi la communauté de Sigiri et de Bourg. Je tiens à signifier que la création de cette école vient fermer des prisons dans notre préfecture, en ce sens qu'elle va épargner les jeunes des jets de pierre ou du vol. La formation de la jeunesse guinéenne en engins lourds et légers s'avère une nécessité en vue d'une redistribution équitable des ressources financières tirées de cette exploitation minière. Dans le cadre de ces jours d'activisme contre les VBG, le service Genre et Équité du ministère de la Santé renforce les compétences du personnel soignant de 8 centres médicaux de Conakry. La prise en charge psychologique et humanisée des survivantes sera enseignée. Médecins sans frontières Belgique et Enabel appuient l'exercice. Hadia Toubari. Elles sont une quarantaine de sages-femmes réunies pour 4 jours d'échange et de mise à niveau. Cette session rappelle le rôle essentiel des sages-femmes dans l'accueil, l'écoute empathique et l'accompagnement des survivantes, souvent première personne à entrer en contact avec elles dans les structures sanitaires. Notre recommandation ici en tant qu'institution, c'est vraiment prendre toutes les dispositions idoines, de bien écouter les formateurs pour que ces outils ou bien ces enseignements soient pour vous et pour toute la population vraiment des liens solides pour barrer vraiment ces conséquences négatives au sein de nos populations. Il y a aussi des hommes violentés, ça existe. Le projet doit s'intéresser à ça. C'est vrai que la majorité c'est chez les femmes. C'est des éléments aussi qu'il faut sortir quand on parle du genre et de l'équité. Les moyens existent en Guinée pour la prise en charge des VGB. Les modules portent notamment sur les concepts des VBG, l'examen clinique, la prise en charge des urgences, la prévention des infections sexuelles, des grossesses non désirées, mais aussi le soutien psychologique, souvent négligé, pourtant crucial pour la reconstruction des survivantes. En tant que professionnel de santé, vous êtes souvent les premiers points de contact pour les survivantes. Votre rôle, donc, est essentiel non seulement pour soulager la douleur immédiate, mais aussi pour préserver leur dignité, restaurer la confiance et les orienter vers l'accompagnement nécessaire. À l'issue de la formation, les 8 centres médicaux bénéficieront d'un personnel mieux outillé pour répondre aux besoins urgents des survivantes. Ce, pour garantir des soins équitables, non discriminatoires et respectueux des droits des survivantes, un principe clé de l'approche Genre et Équité. La pollution de l'air reste un problème de santé publique. C'est dans cet esprit que l'OMS et le gouvernement guinéen s'activent sans relâche pour mettre fin à la problématique. Des documents stratégiques ont été élaborés par les parties prenantes et soumis pour validation. Bosman, pour en savoir plus.
De nos jours, la problématique de la qualité de l'air s'impose. Au-delà d'un défi majeur, elle constitue une véritable urgence sanitaire et environnementale. Un phénomène lié à l'industrialisation, l'urbanisation croissante, le trafic routier, entre autres. Pour prévenir et gérer efficacement la pollution de l'air, ces acteurs se concertent pour la validation d'un rapport provisoire des documents. Il s'agit d'un plan stratégique et un schéma directeur. La qualité de l'air que nous respirons est aujourd'hui un enjeu majeur pour la santé publique et la protection de l'environnement. Et les défis liés à la pression anthropique sur l'environnement exigent une réponse cohérente, structurée et coordonnée. Et c'est dans cette dynamique que Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable a engagé, en collaboration avec l'OMS, l'élaboration des documents stratégiques, la stratégie nationale ainsi que son schéma directeur pour la surveillance de la qualité de l'air en République de Guinée durant les 5 ans à venir. Un partage d'idées et d'expériences permettant de recueillir les observations, les suggestions et les recommandations en vue d'améliorer la qualité du rapport avant sa validation. Votre expertise, vos expériences et vos recommandations seront précieuses pour assurer la cohérence, la pertinence et l'application de ces instruments stratégiques. Leur adoption constituera un tournant majeur pour notre pays en permettant le renforcement du cadre réglementaire, la mise en place de systèmes performants de surveillance de la qualité de l'air, la réduction progressive des émissions polluantes. Dans cette démarche, la Guinée est accompagnée par l'OMS pour l'épuration de l'air, gage certain de la santé humaine et environnementale. Tenu à Conakry de la 16e édition de Guinée Company Awards, initiative de la structure Think Tank Corp Guinée pour encourager les 50 meilleures entreprises guinéennes et africaines ayant participé activement au développement socio-économique. Isiaga Kamara, Amadou Bailobari. La 16e édition Guinée Company From s'est déroulée ce week-end dernier à Conakry, une initiative de Think Tank Corp Guinée qui vise à célébrer les entreprises guinéennes et africaines ayant marqué d'un cachet particulier le développement national et continental. Ce grand rendez-vous des entreprises guinéennes et ouest-africaines est placé cette année sous le signe de l'innovation, de la performance et du dynamisme économique qui s'inscrit en droite ligne avec le programme Simandou 2040. Aujourd'hui, notre pays se trouve à un tournant décisif. Les défis sont réels. Transformation industrielle, attraction des investissements, création d'emplois, structuration du secteur privé, renforcement de la gouvernance économique. Au cœur de ces enjeux, c'est tout le sens de ce forum. Une occasion pour les chefs d'entreprise d'exposer le contenu des programmes de leur entreprise dont l'efficacité a été remarquable au cours de l'année 2025. On a des partenariats avec des gros industriels parce qu'on constate quand même qu'il y a une montée à ce niveau-là. On fait des traitements d'eau. On a aussi un département pétrolier. Nous avons des logements, un parc industriel, l'aménagement de la plage de Tahiti, un quartier d'affaires et les logements socio-économiques, résidentiels et autres standings. A rappeler que la structure Think Tank Corp Guinée couronne chaque année les 50 meilleures entreprises guinéennes et africaines qui se sont illustrées dynamiquement dans le développement socio-économique. La ville de Strasbourg, c'est en France, a abrité le week-end dernier la 7e édition de la nuit de la diaspora africaine. Des conférences débat suivies d'un dîner gala étaient au rendez-vous. L'événement bénéficie du soutien de l'ambassade de la Suisse, de la Guinée en Suisse et le ministère de la Culture. L'objectif est de faire des levées de fonds pour des causes nobles. Amadou Touré commande les images de Mohamed Souma. Dans le but de renforcer le vivre ensemble entre les Africains établis en Europe et promouvoir des programmes de développement en faveur du continent, la diaspora africaine a initié une rencontre annuelle. Elle est à sa 7e édition cette année et c'est la ville française de Strasbourg qui a abrité les festivités de ce rendez-vous de la diaspora africaine venue de toute l'Europe. La nuit de la diaspora, c'est un espace d'échange, de débat, mais aussi de
du vivre ensemble pour mettre la diaspora africaine en lumière. Et l'objectif, c'est de partager, comme ça a été mentionné dans le thème, partager son héritage, oser, agir et vraiment créer un lien dans la communauté africaine. À l'occasion, plusieurs distinctions honorifiques ont été décernées aux Africains en général et aux Guinéens en particulier qui se sont illustrés dans le domaine où ils évoluent à travers des initiatives de développement et d'amélioration des conditions de vie des communautés de leur pays d'origine. Je suis très content, très heureux en fait d'avoir le trophée du meilleur acteur culturel à diaspora. Ça fait vraiment plaisir en fait, comme quoi que le travail de l'équipe et de toute l'équipe Médoc Production paye aujourd'hui. C'est une initiative qui va en droite ligne de la politique du gouvernement guinéen pour la mobilisation de la diaspora en vue du développement socio-économique de la Guinée. L'initiative est soutenue par l'ambassade de la Guinée en Suisse et en Autriche et le ministère guinéen de la Culture à travers le Fonds de développement des arts et de la culture FODAC par l'envoi d'artistes pour animer cette soirée gala qui a constitué un autre moment important de cette édition. En plus bref et en image, à Washington s'est ouvert ce qu'ils appellent le Winter Embassy, une célébration des cultures, des traditions culturelles et culinaires de la communauté diplomatique de Washington. L'ambassade de Guinée a pris part à l'événement pour cette 12e édition. La Guinée a ouvert un stand sur place à l'image des autres missions, des autres 50 missions diplomatiques. Nous y reviendrons. Enfin, douleur et consternation au sein de la Grande Muette, lieutenant-colonel à la retraite Nagbe Kouyaté, figure emblématique des Amazones de Guinée, a tiré sa révérence ce 5 décembre 2025. À cette douloureuse circonstance, autorités militaires, amis et proches collaborateurs ont tenu à lui rendre un dernier hommage. C'était au bataillon spécial de Conakry. Caporal Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. C'est l'une des dernières prestations sur scène. C'était à la faveur de la célébration de la création de l'armée guinéenne. Elle a émerveillé le public malgré son âge avancé. Lieutenant-colonel à la retraite Nagbe Kouyaté, l'une des mères fondatrices de l'orchestre féminin des forces armées guinéennes, les Amazones de Guinée, dès la Première République, a tiré sa révérence ce vendredi 5 décembre des suites de maladie. Par sa performance et son dévouement, elle a su gagner le cœur du public guinéen et d'ailleurs. Lieutenant-colonel Nagbe Kouyaté, chancelière de l'Ordre national de mérite, membre fondatrice des Amazones de Guinée n'est plus. Incorporée dans les forces armées guinéennes pour compter du 8 mars 1964. Comme appelé 5 ans devant la commission de chef d'état-major général à Conakry. Est admis à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge et ancienneté de service pour compter du 31 décembre 2011, référence décret numéro 302 PRG SGG du 31 décembre 2011. Lieutenant-colonel Nagbe Kouyaté, par votre courage, dynamisme, engagement sans borne, disponibilité constante et votre volonté de servir ton peuple et de défendre ta patrie nous inspire au plus haut degré. Ce mardi 9 décembre, au camp Alfaya et Gallo, parents, amis et collaboratrices, tous inconsolables, rendent un dernier hommage à cette figure emblématique pour les loyaux services rendus à la nation et au monde entier. Je vous jure que Nagbe Kouyaté a été une épouse aimable et dévouée au service de la famille et de tous les parents. Ces rôles, elle ne les a pas joués seulement, mais elle les a incarnés avec respect et fidélité à mon égard. Cette dame-là, elle aime l'âme des Amazones. Elle a toujours aimé les Amazones. Que son âme repose en paix. Amen. Sous la direction de la célèbre capitaine Massouma, les Amazones de Guinée, composées exclusivement de femmes militaires, ont révolutionné la musique africaine moderne en mêlant rythme traditionnel guinéen et cuivre militaire. Après la disparition de Kadé, donc nous voici avec Nagbe Kouyaté. Et nous voici
fois-ci, nous voilà embarqués pour Paris. Paris, nous avions des spectacles un peu partout. On a fait plus de 6000 kilomètres à travers la France et partout cette femme a été appréciée. Elle a été appréciée parce qu'elle savait chanter, parce qu'elle savait danser et parce qu'elle jouait comme il faut les rythmes guinéens avec la batterie moderne. Les Amazones ont rendu beaucoup de services à la Guinée. Grâce aux Amazones, la Guinée qui ne s'entendait pas avec Mobutu, tout est rentré dans l'ordre. Grâce aux Amazones, la Guinée a pu avoir Oumar Bongo du Gabon. Grâce aux Amazones, la Guinée a pu dompter Samuel Doe. Elle s'en va à jamais, laissant derrière elle 9 enfants et son époux inconsolable. Colonel à la retraite Nabia Kouyaté repose désormais au cimetière de Cameroun.